Alessandro Pignocchi, bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir de te recevoir pour ce lundi soir à l'occasion de la sortie de ton tout dernier livre, Perspectives terrestres. Ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie, auteur de BD, activiste, l'expérience de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a été pour toi fondatrice, et penseur de l'écologie. Tu es l'auteur de romans essais graphiques dont Le Petit Traité d'écologie sauvage, Ethnographie des mondes à venir, et en entretien croisé avec Philippe Descola, La recomposition des mondes. Avec Perspectives terrestres, tu franchis un pas, puisqu'il s'agit d'un véritable manifeste d'écologie politique, agrémenté de plusieurs séquences dessinées, et disons-le, très drôles. Il s'agit, écris-tu fondamentalement, de réactiver les relations subjectivantes, effacées par la modernité. Un projet d'écologie politique qui doit prendre au sérieux les affects réactionnaires fascistes et être capable de proposer un retour au local antagoniste au projet réactionnaire. Il faut, je te cite de nouveau, redessiner les lignes de la conflictualité sociale au prisme de la question écologique et ainsi de clarifier tant les possibilités d'alliance à grande échelle que les leviers politiques concrets qui permettraient de faire pencher le rapport de force en notre faveur, étant entendu que l'objet du manifeste est aussi de préciser les contours de ce nous. Ce manifeste prolonge les réflexions et positions développées en particulier par les soulèvements de la Terre dans leur bouquin « Première secousse ». Tu développes ainsi un scénario d'émancipation hybride, mixant à travers le développement de territoires autonomes une certaine forme de conflictualité, avec une volonté d'influencer les institutions, voire de s'en emparer. Ni prise de pouvoir révolutionnaire, ni bulletin de vote, mais tout de même encore un peu beaucoup des deux. C'est de cela que nous aimerions discuter avec toi. Mais avant, pourrais-tu revenir sur ce qui fonde ta pensée de l'écologie, son modèle, à savoir la réappropriation à partir du déjà là des affects de subjectivation refoulés par la modernité. Bref, qu'entends-tu par perspective terrestre? Ça fait très jargonneux, du coup, effectivement, je vais essayer de clarifier ça. Du coup, je vais quand même peut-être partir de cette question des affects, parce qu'il y a mon passé de chercheur en sciences cognitives qui joue là-dedans, et sciences cognitives que j'ai en partie rejeté, mais avec une espèce de frustration que ce domaine de recherche, ce champ, a été capturé par le libéralisme, et donc complètement abandonné par la pensée critique de gauche, parce que c'est un peu comme ça qu'elle procède, quoi. Quand un domaine est souillé, au lieu de se le réapproprier, elle le déserte comme étant repassé à l'ennemi, et c'est vraiment du gâchis, parce qu'il y a des outils dans la pensée de sciences cognitives qui peuvent très facilement être dévoyés par une pensée libérale moyennant le sophisme naturaliste en disant « regardez, l'humain est comme ça, donc ça peut pas être autrement », ce qui est une erreur logique bien connue qu'avait commis la sociobiologie avant elle. Mais il y a des outils vraiment essentiels qui, si on les hybride correctement avec une approche sociologique type bourdieusienne par exemple, plus classique, lui apportent vraiment quelque chose, et c'est vraiment dommage de s'en priver. Et là, du coup, je distille un tout petit peu de réflexes de chercheurs en sciences cognitives dans ce bouquin, et notamment cette nécessité absolue, à mon avis, un avis partagé par beaucoup de monde, d'avoir une proposition politique qui capture les affects humains avec une efficacité comparable à celle avec laquelle les projets contre lesquels on lutte saisissent nos pulsions et nos affects. Alors la manière dont le capitalisme parle à la pulsionalité et aux affects humains, ça a beaucoup été décrit, comment ça nous tient par en nous rendant dépendants d'une certaine forme de confort informationnel, y compris comment ça joue sur les désirs de compétition, de puissance, etc. Les projets fascistes qui sont le prolongement du libéralisme autoritaire ou du capitalisme saisissent d'autres affects peut-être encore plus puissants, en tout cas en période de crise, disons, en tout cas quand l'environnement est perçu comme menaçant, comme c'est le cas en ce moment. C'est des affects qui sont particulièrement faciles à saisir, et notamment celui dont je parle un petit peu et qui est très étudié par les sciences cognitives, c'est l'espèce de plaisir étrange qu'on ressent en voyant ceux qu'on a construits comme les autres, nos ennemis, nos compétiteurs, se faire défoncer, quoi. Que l'esprit humain, un âge extrêmement jeune, identifie qui sont les nôtres, qui sont nos collaborateurs potentiels, et qui sont les autres. Cette frontière est extrêmement labile et peut être déplacée, on peut considérer que les nôtres, c'est l'humanité tout entière, etc. Mais en tout cas, on place cette frontière-là, et une fois qu'elle est mise,
nos intuitions coopératives, notre empathie est orientée uniquement vers ceux qu'on considère comme les nôtres. Et par contre, les autres, quand ils se font défoncer, ça nous procure un certain plaisir un peu coupable parfois, mais plaisir quand même qu'on a tous ressenti. C'est l'exemple que je donne quand on regarde des vidéos de riot porn avec des CRS qui se prennent des trucs sur la tronche, on a un peu honte, mais c'est quand même assez plaisant. De même que les lecteurs du Figaro vont regarder des manifestants se prendre des flashballs dans la tronche en tirant un certain plaisir, et la solidité politique, l'emprise politique du projet fasciste repose en partie là-dessus, c'est-à-dire on construit des autres de façon extrêmement identifiée, en jouant sur des critères très intuitifs d'apparence, de goût manifeste. On les construit comme une minorité menaçante, qui menacerait notre position déjà précaire pour les classes populaires stabilisées, par exemple, et ensuite on vous promet qu'on va les défoncer, et donc que même si votre situation ne s'arrangera pas, en tout cas chaque soir vous pourrez tirer une espèce de joie malsaine devant la télé en regardant, donc à une époque les juifs, aujourd'hui les musulmans, les écologistes, les féministes, pour l'instant dans une moindre mesure, mais ça a tendance à s'aggraver, se faire défoncer, quoi. Et du coup, face à quand on aspire à affaiblir, affronter des propositions politiques qui chopent les affects avec une telle efficacité, on ne peut pas se contenter de les critiquer en fondant notre critique sur la raison. C'est essentiel de faire ça, et il faut évidemment une critique rationnelle, argumentée, logiquement propre de ces projets-là, mais c'est rigoureusement insuffisant pour de multiples raisons. Déjà, de plus en plus, les mouvements réactionnaires érigent l'irrationalité comme marque de fabrique. Trump, évidemment, il paraît que Salvini, c'est les Turinois qui me disaient que vraiment la faute logique dans l'argumentation est devenue un marqueur identitaire qui vraiment te dit... c'est une façon implicite de dire, regardez comme je rejette tous ces intellectuels urbains qui vous le font la leçon, moi je tape du poing sur la table et je dis c'est comme ça. Donc on peut absolument pas lutter contre ça juste par... en fait on s'enfonce encore plus l'argumentation rationnelle est déployée, plus on passe pour l'intellectuel pédant et donneur de leçons, et par ailleurs, de notre côté, malgré tout, ce qui met en mouvement, c'est pas une critique logique de nos adversaires, c'est des affects, c'est la puissance motrice d'un mouvement politique, c'est un désir positif d'améliorer sa condition à long terme, et aussi dans l'immédiat, que les possibilités de lutte nous procurent une forme de joie. Alors ça peut être lutter contre l'anxiété, l'angoisse, etc., mais ça fera pas de mouvement dans la durée. Il faut une proposition qui rende tangible une amélioration de l'état émotionnel, affectif, global, des possibilités de joie, d'intensité de vie. Et du coup, l'hypothèse générale du livre, c'est de dire, c'est pas évident, parce qu'encore une fois, on doit lutter contre des mécaniques pulsionnelles vraiment d'une efficacité redoutable, mais il y a quelque chose à trouver, sans doute, dans les formes d'attachement, alors de subjectivation, on reviendra sur le terme, les formes d'attachement au territoire, au milieu de vie, et aux vivants non humains, plantes, animaux, et écosystèmes, j'inclus dans le vivant non humain les milieux de vie. Et l'argument, a priori, pour dire il y a peut-être quelque chose à trouver là-dedans, c'est ce que tu as évoqué par rapport à la modernité, c'est que c'est les attachements, les liens au territoire et les relations affectives aux vivants non humains, ça a été fondamental pendant des centaines de milliers d'années dans l'histoire de l'hominisation, ça nous a vraiment sculpté affectivement, ça a façonné nos esprits, et dans les 200 dernières années, ça a été totalement effacé par l'époque moderne, comme quelque chose comme un résidu d'animalité, de sensiblerie, de réaction qui empêche le déploiement du progrès moderne et l'émancipation générale de l'humanité. Et donc, par la mise en économie du monde, par en partie une certaine forme de l'approche scientifique, on a dévalorisé et effacé ces affects-là. Et donc, si d'un côté, c'est vrai qu'ils sont fondamentaux dans le fonctionnement de l'esprit humain, que c'est vraiment être capable de s'attacher à un milieu de vie ou à plusieurs milieux de vie et de tisser des liens affectifs forts avec ses habitants humains et non humains dans un espèce de maillage lié à la subsistance, à toutes les activités matérielles et psychologiques qui permettent la vie, en gros. Si ça, c'est un nutriment vraiment fondamental, basique de l'esprit humain, on est tous en carence chronique de ce nutriment-là, quoi. Il y a un déficit, et donc un projet politique qui dit on va rouvrir cette trappe et construire des institutions, des formes instituées, des formes d'organisation qui permettent de laisser s'épancher à nouveau ces possibilités pulsionnelles et affectives-là. Il y a sans doute une carte politique
politique à jouer, il y a sans doute une puissance affective, une puissance pulsionnelle à déclencher de ce côté-là. Et à réactiver du coup, effectivement. Parce que je pense que ta formulation me fait penser aussi, enfin, ce qu'on évoque là pour commencer, à ce que disait Damasio quand il parlait de battre le capitalisme sur le terrain du désir. Enfin, bon, je crois que c'est une conscience qu'on a effectivement très forte, qu'il n'y a pas il n'y a pas de combat possible sans réactiver ça, et c'est pas tant créer, enfin je sais même si on peut donc créer même des nouveaux désirs, c'est toujours des objets ou des formes de désirs différents. Et là, ce que tu décris, donc c'est bien l'idée que c'est réactiver, remobiliser des choses dont on perçoit peut-être plus le manque, mais qui sont en fait... et donc qui passent beaucoup par la question de la relation. Alors peut-être qu'il faut juste qu'on redonne un peu ce cadre anthropologique qui est finalement... celui donc que tu partages avec Philippe Descola, qui pour toi était un révélateur de cette idée que la modernité pense la nature comme un autre objectifié, étanche, indépendant, face auquel tu parlais de cette dualité aussi, on se définit, et que là, l'idée c'est, et après on verra peut-être aussi les critiques qui sont faites sur ces pensées vivantes pour estomper ou clarifier les malentendus que ça peut créer, mais il y ait vraiment de l'ordre de la relation profondément, de l'intersubjectivation, enfin de l'intersubjectivité. C'est là qu'ils peuvent se redévelopper, ces affects. Ouais, c'est ça. Et là encore, pour essayer de solidifier cette hypothèse-là, je pars d'une distinction qui mériterait d'être affinée. Le concept de subjectivation, je m'aperçois a posteriori qu'il a quelques soucis. On les clarifiera peut-être. Mais en tout cas, encore une fois, dans cette perspective de construire pas à pas une proposition politique qui s'ancre vraiment dans les possibilités affectives humaines, je propose cette distinction-là entre deux attitudes, l'attitude objectifiante et l'attitude subjectivante, qui sont deux façons de porter son attention sur l'autre pouvant être aussi bien animé qu'inanimé, humain ou non humain, ou dans l'attitude objectifiante, on instaure avec lui une relation unidirectionnelle d'utilisation, c'est-à-dire on se demande comment on va pouvoir s'en servir. Donc on fait une espèce de calcul inconscient entre ce qu'on va pouvoir en retirer, modulo les risques qu'on prend ou l'effort qu'on va devoir fournir, et la relation subjectivante qui attribue à l'autre une intériorité, des intérêts légitimes, une forme de sensibilité, de subjectivité. Donc là c'est une relation a priori plus complexe, et en tout cas qui engage une forme de résonance, de bidirectionnalité, où on se laisse affecter par l'autre, et on rentre dans des boucles de co-affectation. Et cette relation subjectivante, et en tout cas c'est ce que je pose, plus riche, elle active les affects et elle active des dispositions humaines fondamentales dans nos esprits, la capacité à attribuer des états mentaux à l'autre, à penser son comportement en termes de désir, de croyance, et ça active nos facultés empathiques d'une manière que la relation utilitariste n'active pas du tout. Donc il y a cette idée de deux manières, et on peut tous en faire l'expérience. C'est ça un peu la force de cette distinction-là, c'est qu'on voit très bien comment on peut porter... comment même sur un autre humain qu'on rencontre comme ça, on peut basculer en un instant d'une forme d'attention à une autre. Et en même temps, ça exclut pas, et au contraire, c'est peut-être important de préciser, la notion d'usage, parce que tu dis bien, d'un côté, il y a utilisation réifiante, objectifiante, etc. Mais en même temps, tu insistes sur le fait que c'est pas justement une relation de contemplation esthétique qui peut être complètement... La relation de contemplation esthétique, je la range dans l'objectification. L'objectification, mais que ces vraies relations, elles se trouvent aussi dans des usages retrouvés. De toute façon, à titre individuel, on oscille en permanence entre les deux, et simplement tu as certaines formes institutionnelles qui encouragent plutôt l'une ou plutôt l'autre, qui vont nourrir, alimenter, à nous inviter à développer plutôt l'une ou plutôt l'autre. Et si on grandit dans un collectif animiste en Amazonie où dès l'enfance on apprend à essayer d'établir des formes de communication interespèces, évidemment on va nourrir, enrichir, déployer l'attitude subjectivante, et si on grandit dans une société moderne où les concepts économiques dominent l'ensemble de la vie sociale, l'économie qui est entièrement construite sur une relation objectifiante, sur l'interchangeabilité de tout avec tout, moyennant l'équivalent universel de la monnaie. Donc c'est la relation objectifiante par excellence, vu que c'est les objets au sens fort du terme qui sont interchangeables. Dès qu'on attribue une intériorité à un être, il cesse de pouvoir entrer dans les chaînes d'échange économique. Donc quand on grandit dans un monde moderne, au contraire, dès l'enfance, on apprend à inhiber, bloquer nos capacités subjectivantes et déployer au contraire la finesse de la relation d'utilisation. Et donc comme ces deux
comme il y a une asymétrie entre ces deux relations dans la façon dont elles mobilisent nos capacités émotionnelles, nos capacités empathiques, l'idée c'est de dire, voilà, on a construit les institutions modernes peuvent avoir plein de vertus sur certains domaines, mais sur ce point-là, elles ont appauvri, asséché affectivement nos capacités affectives, et c'est là donc que réside peut-être une forme de puissance politique, en disant si on arrive à créer des formes d'organisation politique qui libèrent, qui nourrissent un peu plus efficacement la relation subjectivante et qui mettent un peu de côté, qui affaiblissent le poids que joue dans nos vies la relation objectifiante, et ben il y a des joies potentielles, on va, alors c'est un peu prophétique quoi, mais redécouvrir des formes de joie, des formes d'intensité d'existence que l'esprit humain est capable de sécréter, qu'il a en puissance en lui, mais qu'on a en grande partie oublié, et qui ont été effacés à l'époque moderne. Et donc si tu psychologises un peu le truc, tu peux dire voilà, que cet état de dépression chronique dans laquelle se trouve une partie des urbains, des modernes en général, est dû à évidemment plein d'autres raisons, la pression économique, le stress, etc. sont évidemment des facteurs déterminants, mais qu'il y a celui-là aussi qui n'est pas identifié comme tel, mais que la pauvreté des relations subjectivantes, notamment au-delà de l'humain, et au territoire, la capacité de nourrir ces attaches affectives est responsable de l'état psychologiquement merdique dans lequel beaucoup d'entre nous se trouvent, et se sentir maillé affectivement dans un collectif d'humains et de non-humains qui lui-même est tissé un territoire aussi bien affectivement que dans les relations de subsistance, ça crée une sorte de bien-être, disons, de sensation de plénitude émotionnelle qu'on a complètement perdu de vue en devenant des purs individus déterritorialisés et qui flottent au gré de leur désir de consommation dans un espèce de néant relationnel. Je crois que juste l'image du saumon que tu donnes au départ, c'est du saumon, oui, le caviar. Non, c'est le caviar. Si, c'est du saumon. C'est du caviar de saumon. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et peut-être peut concrétiser un peu finalement ce que seraient deux gestes différents. Enfin, je trouve qu'elle est marquante pour évoquer finalement ce que peut-être on peut tous ressentir au travers de ces évocations-là, je pense. Mais quand même, elle est frappante pour montrer combien c'est pas non plus... Il n'y a pas quelque chose, je sais pas, en tout cas, combien deux gestes qui peuvent se ressembler sont fondamentalement différents dans le type de relation. Tu donnes l'exemple, peut-être, je ne sais pas si c'est dans ton bouquin ou ailleurs que j'ai lu ça, un paysan qui connaît ses vaches jusqu'à 50, après il ne les connaît plus. Ça, c'est un truc que j'ai lu dans un article. Voilà, c'est ça. Qu'il y a une enquête sur les transformations de la paysannerie qui avait recueilli plusieurs fois ce même témoignage-là, qui disait quand on est contraint de s'agrandir en raison de la pression économique, il y a un moment où on change, où le métier change de nature, quoi. C'est pas juste, c'est pas une gradation, mais il y a vraiment un saut qualitatif où on passe d'une façon de faire le métier d'éleveur où une grande partie du plaisir tient à la relation affective qu'on est capable d'entretenir avec les bêtes, et au-delà d'un certain nombre, parce qu'on est contraint de s'agrandir en raison de l'endettement, des pressions économiques, etc., on change de monde et on devient effectivement des utilisateurs de machines, parce que si on ne fait pas ce mouvement-là, la situation est invivable, c'est plus possible d'entretenir des relations subjectivantes avec des êtres qu'on est contraint de maltraiter en raison de leur nombre et des conditions d'élevage. Et donc c'est vraiment, c'est pas un continuum du tout, quoi. Il y a un moment où, comme la différence historique entre les formes d'élevage traditionnelles et l'élevage moderne, il y a vraiment une rupture historique à un moment. De même, à l'échelle individuelle, tout petit éleveur qui a fait ça pour des raisons, qui trouvait un intérêt affectif à son métier, a vécu à l'échelle individuelle ce changement de monde, quoi, et pour les tempéraments qui sont peu enclins, il y a des gens qui s'en accommodent très bien, mais pour les tempéraments qui sont peu enclin à apprécier l'attitude entrepreneuriale de l'enrichissement basé sur l'objectification du monde, c'est un saut qualitatif qui est difficile à vivre et qui crée évidemment énormément de mal-être. Et l'anecdote des saumons, je peux peut-être l'histoire des paysans est plus solide parce qu'elle est basée sur des témoignages. Sans doute que l'anecdote des saumons, des événements, en plus c'est raconté par Nastasia Martin et moi je le raconte par-dessus, donc c'est sûrement anthropologiquement assez faible, mais en tout cas à titre d'illustration de la théorie ça fonctionne bien effectivement. C'est donc les événements, ce collectif animiste du nord de la Sibérie qui c'est une histoire passionnante par ailleurs puisqu'ils ont retrouvé des comportements animisants à la suite du bloc soviétique qui les a contraints faute d'état pour
pour subvenir à leurs besoins, à retourner dans la forêt, comme ils disent, et donc à renouer de façon... c'est assez encourageant, parce que visiblement, la réactivation de ces relations-là se fait assez vite. Et toujours est-il qu'ils ont redéployé une attitude fortement subjectivante avec les aides de la forêt, notamment avec les saumons pêchés. Et parmi les implications d'une attitude subjectivante, il y a évidemment ne pas tuer pour rien, manger les animaux tués et avoir un certain nombre d'égards quand on consomme la chair d'un animal. Et là, en raison de la dépendance récente à des rentrées économiques, notamment pour leurs moyens de transport, un certain nombre, ils ont été saisis par la modernité comme tant d'autres peuples à travers le monde, et une partie des rentrées financières qu'ils trouvent passe par la vente du caviar de saumon, des œufs, et du coup ça les contraint à tuer beaucoup plus de saumons qui ne peuvent en manger, à les laisser morts sur les bords des lacs pour prélever juste les œufs, avec cette ironie que le caviar est vendu dans les aéroports du coin et que les touristes sont persuadés de repartir avec un produit authentique, à la fois naturel et traditionnel. Et donc les pages que Nastasia y consacre sont assez touchantes, parce qu'on sent, alors pas pareil, est-ce que c'est une projection, est-ce que c'est vraiment la douleur existentielle que ça crée chez eux de devoir renier ce qui était vraiment une part de la sociabilité even, quoi, la faculté à traiter correctement les vivants non humains et à entretenir des bonnes relations avec eux, est vraiment une des qualités humaines fondamentales, une des qualités les plus valorisées, et donc de devoir la renier de cette façon pour acquérir une modeste puissance financière, c'est vraiment une douleur existentielle, sans doute qui partage quelques similarités avec celle du paysan qui doit s'agrandir, quoi. Et donc on pose là le cadre, finalement l'objectif de ce qu'on cherche à retrouver existentiellement, subjectivement, et en même temps dès le début, ça s'appelle bien Scénario pour une émancipation politique, et tu prends ça au sérieux et t'essaies de bâtir vraiment voilà, le chemin qui peut aller par là-bas. Et tu prends en compte dès le début ce qui les critiques. Alors peut-être c'est ça depuis c'était il y a 2-3 ans qu'on avait fait une interview, on s'était entretenu avec toi et Philippe Descola ici, et peut-être que depuis on a entendu un peu plus ces critiques. Alors elles étaient déjà là, Pleurnicher le vivant, etc. Mais sur la dimension peu politique finalement des pensées du vivant, alors que c'est un terme que toi tu revendiques, en tout cas tu pourquoi pas, quoi, et donc toi tu les prends à bras le corps, tu défends en tout cas l'idée que si il y a un projet politique, non seulement il y a un projet politique, et on va revenir sur ce scénario, mais il y a une politique fondamentale là-dedans, au sens le plus aussi union des classes et des convergences des luttes qui voilà, c'est pas juste de l'angélisme ou de l'exotisme anthropologique ou de... Alors, j'aurais dans la dépendance de la question que pose Pauline, là, moi je me suis interrogé tout simplement sur le modèle où s'enracine, le monde où s'enracine ce processus de resubjectivation, c'est le monde paysan. Voilà. C'est au-delà, c'est plus large que ça, mais voilà, proche de nous. Ma question c'est en quoi c'est généralisable à l'échelle d'une société, d'une civilisation même urbaine, technologique, industrielle et autres. Dans ces cas-là, oui, les critiques, si on va jusque-là, je dirais que les critiques ont été faites sur la question de la production, notamment, sur le livre d'Alexandra Bidé, je sais plus comment il s'appelle. Sur les questions d'effectivement les pensées du vivant, c'est oublier l'insoutenable légèreté des pensées du vivant, c'est oublier qu'il y a un monde de production derrière qui doit alimenter effectivement les je sais plus combien de pourcentage, mettons en France, de villes qui sont les autres. En tout cas, tout ça, voilà, l'idée c'est de repartir quand même d'abord de s'il y a une politique généralisable. Je suis urbain, je travaille dans la tech. En quoi le projet de politique des perspectives terrestres que tu défends dans ton bouquin, en quoi je peux y adhérer, puisque je suis moi loin à part mon chat. C'est déjà pas mal. Mais je dis ça parce que tu en parles. Oui, bien sûr. Mais là, la question est extrêmement vaste. Mais en tout cas, la réponse, c'est celle que je viens de donner. C'est-à-dire, si on peut saisir par là des mécaniques fondamentales de la subjectivité, des capacités affectives humaines, il y a manière à construire un projet politique fort. Après, tout dépend de ce qu'on en fait. Et effectivement, je critique en reprenant à mon compte l'ironie des gens qui critiquent ces pensées-là, et c'est effectivement, ça peut tout à fait être converti en
en une variante de la pensée bourgeoise qui se saisit de la question écologique tout en l'anesthésiant grâce à la question du vivant. C'est effectivement une voie possible. Petite bourgeoise culturelle même. Tu as trouvé le segment, mais que je trouve en plus intéressant, parce que tu dis bien une bourgeoisie quand même un peu déclassée dans le monde actuel, dans sa valeur. Là on part dans tous les sens, mais oui. Qui se trouve dans la petite pensée du vivant. Enfin, c'est quand même que sociologiquement, elle s'adresserait qu'à cette niche. Enfin, c'est là quand même que je retrouve la critique politique. C'est pas tout à fait ça. C'est que la pensée du vivant dépolitisante bourgeoise, elle peut parler à toute la bourgeoisie. La grande bourgeoisie économique peut, et de fait c'est ce qu'elle fait, se saisit de ça en trouvant extrêmement charmant l'idée d'apprendre à penser comme tel animal, etc. Mais quand j'évoque la petite bourgeoisie culturelle avec c'est pour dire, c'est le groupe d'ailleurs dans lequel l'écologie anticapitaliste pioche le gros de ses troupes en disant la petite bourgeoisie culturelle, c'est-à-dire celle dont le capital culturel est plus élevé, si on peut comparer les deux, au capital économique, a ceci d'intéressant que ses membres ont grandi dans l'idée que le capital culturel de leurs parents notamment n'était pas correctement rémunéré. Qu'il y avait un décalage entre leur capacité intellectuelle et les boulots de merde qu'ils faisaient, quoi, en gros. Et du coup, ça te prédispose à remettre en question et à attaquer l'axe de validation économique, l'acquisition de richesse et l'acquisition d'un pouvoir économique comme axe unique de la validation des humains, quoi, parce que tu as vu tu as vécu, tu as grandi dans l'iniquité de cet axe, alors que la grande bourgeoisie économique a grandi dans l'idée que, oui, la faculté à s'enrichir et à faire fructifier ses richesses et la qualité humaine principale. Et donc la grande bourgeoisie économique sera beaucoup moins encline à remettre en question cet axe de valeurs-là que la petite bourgeoisie culturelle qui a vécu dans le bain de l'injustice de cet axe de validation. Pour toi, la grande bourgeoisie peut quand même adhérer au ventre mou de la pensée du vivant. Ouais, mais d'une façon dépolitisée. Elle s'en saisit comme j'en sais rien, de la géo-ingénierie, du greenwashing pour réussir à capter. Ça, c'est des choses qui sont décrites dans Écolo mais pas trop de Jean-Baptiste Comby, où il prend ces catégories bourdieusiennes, notamment la grande bourgeoisie coupée en 4, et montre comment tendanciellement ces catégories-là se saisissent différemment de la question écologique. Un peu cosmétique, plus voilà, et que le segment qui peut se saisir de la question écologique d'une façon un peu révolutionnaire et intéressante, c'est la petite bourgeoisie culturelle, et qui en plus, cette vertu que j'essaye de développer un petit peu de lien possible avec les intérêts des classes populaires sur cette question-là. Et donc disons la question qui est, encore une fois, que évidemment j'invente pas et qui travaille la pensée écologique et la pensée écologique en particulier, c'est comment ces questions-là, qui devraient concerner les classes populaires au premier chef, vu que, comme le rappelle Jean-Baptiste Comby, c'est ceux qui souffrent le plus des conséquences de la crise écologique, ceux qui ont le moins de moyens de s'échapper dans des espaces préservés, qui ont le moins accès à des postes de décision qui leur permettraient d'avoir une influence sur leur destin écologique, et qui par ailleurs sont ceux qui polluent le moins. Comment ces catégories sociales-là, qui de façon matérialiste et objective devraient être les premiers à se saisir de la question écologique, de fait ne le font pas, en tout cas pas massivement, et comment on résout ce paradoxe qui travaille de toute façon le marxiste depuis ses origines, où tu as une analyse en termes de classe, tu dis voilà, les intérêts objectifs de cette classe seraient de faire ça. De fait, on voit qu'ils font pas du tout ça. Comment on résout cette question-là. Donc la question se repose de façon renouvelée pour la crise écologique. Et donc, avec cette approche où je dis là, il y a des affects humains extrêmement fondamentaux, je dis évidemment qu'ils travaillent au moins certains segments des classes populaires, et qu'il y a certaines façons de faire, certaines pratiques qui sont encore vivaces dans certains segments bien particuliers des classes populaires, rurales notamment, avec une valorisation encore d'une certaine forme de subsistance, d'une certaine forme de connaissance du territoire, de certains liens d'entraide entre humains, fondés sur la subsistance, le partage de la chasse, par exemple, de ce qu'on a capturé à la chasse, par exemple. Il y a un certain nombre et qui sont par ailleurs aussi les vertus humaines que les mouvements militants territorialisés placent au sommet des qualités humaines, et que donc là, il doit y avoir une possibilité de s'entendre sur des bases affectives, concrètes, plus tangibles, plus incarnées qu'une analyse rationnelle des intérêts de classe, quoi. Et loin de leur milieu, on parle des classes populaires, loin de leur milieu de travail, en fait, donc. En fait, ça dépend de jouer sur leurs affects refoulés, si je puis dire, de leur refoulés ou pas, ou leurs pratiques. Oui, c'est ça. Il y a dans certaines zones, certains endroits, certaines catégories, ces pratiques sont pas encore tout à fait refoulées. Et au contraire, elles sont plus vivaces dans ces catégories-là que dans la bourgeoisie urbaine, certainement. Donc,
Et là, j'utilise, pareil, toujours pour essayer de garder un pied dans les rouages affectifs les plus fondamentaux, j'utilise le concept d'axe de validation qui vaut ce qui vaut. Frédéric Lordon utilise processus identificatoire, un truc comme ça. En tout cas, c'est les représentations qui nous fondent en tant que personne et qui nous fondent en tant que personne bonne. Qu'est-ce qu'on prend comme axe pour valider son existence, pour lui donner une forme de valeur. Et donc, il y a évidemment celui qui domine tout le reste dans le monde moderne, c'est l'axe de validation économique, où ta valeur sur le marché est ce qui détermine ta valeur en tant qu'humain, et la nécessité, encore une fois, pour faire mouvement, de faire monter en puissance d'autres axes de validation, ce que permettent les luttes territoriales, notamment, ce qu'on va valoriser. On va valoriser des qualités humaines tout à fait autres. Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, si d'un coup on gagne plein d'argent, on va plutôt avoir honte d'en faire part aux autres, alors que dans tout autre milieu, même prétendument anticapitaliste, machin, dans un milieu urbain, on va difficilement réussir à s'inhiber et à pas montrer une certaine fierté parce qu'on est tous travaillés par cette idée-là que la valeur économique domine toutes les autres. Mais sur les luttes territoriales, dans les contextes de lutte territoriale notamment, pas seulement, mais notamment dans ces milieux-là, on assiste en ce moment à cette inversion des valeurs et à voir l'émergence d'autres axes de validation, où sur la ZAD, évidemment, les capacités au travail manuel, maîtriser l'électricité, ça va être la qualité humaine la plus valorisée de toutes, évidemment, contribuer aux activités de subsistance, être à même être un bon diplomate, être capable d'amener un groupe à des décisions collectives qui sont d'autres axes de validation, indépendants ou antagonistes à la validation économique, et qui, c'est ça l'hypothèse, pourraient trouver terreau dans certaines catégories des classes populaires, où ces formes de validation-là sont encore vivaces, davantage que dans la bourgeoisie urbaine. Un des axes de validation, je trouve, dont tu montres bien justement, comment dire, oui, de ces axiologies, ces cotes de valeur sur comment elle a pu se défaire. Enfin, je trouve ça vraiment un objet. Ça fait intéressant de le remettre en lumière. C'est la manière dont finalement, très concrètement, là, c'est détricoté après-guerre. On a détricoté après-guerre tout ce qui était autonomie véritable, c'est-à-dire dans justement, là, on parle à nouveau des campagnes, autonomie de subsistance, la perte du jardin vivrier, etc., pour pouvoir justement avoir un prolétariat qui allait à l'usine, mais qui et parallèlement finalement, alors un peu plus tard, mais à toute cette valorisation au contraire de l'autonomie néolibérale, enfin dont on connaît voilà. C'est-à-dire quel est l'exact contraire de ce qui est vécu, finalement. Et je trouve que rééclairer un peu, comme tu le fais, la manière dont, finalement, tout en valorisant l'autonomie, en faisant de cette valeur, voilà, quelque chose de crucial, de capital, au quotidien, on l'a détricoté complètement, l'autonomie de subsistance, l'autonomie, comme la technosphère rendait complètement dépendant, et intéressant, je trouve, sur aussi cette idée de redonner sa juste valeur et définition aussi à une forme là aussi d'indépendance et d'autonomie qui est floutée, quoi, parce qu'il y a cette idée de ne pas mesurer l'ultra-dépendance dans laquelle on est en ville comme ailleurs, pour le coup. Et ça, c'est tout le travail que fait notamment Aurélien Berland sur la définition du concept de liberté complètement dévoyé par la modernité, où la liberté est associée à la capacité à se passer de tout lien de dépendance un peu durable, tant matériel qu'affectif, pour être un espèce de pur individu flottant qui a le pouvoir économique de faire à d'autres tout ce qu'il n'a pas envie de faire lui-même, en premier lieu. La délégation et cette espèce d'illusion d'autonomie individuelle. Et là encore, l'idée qu'il y a des formes de joie et de plaisir dont on a été si parfaitement spolié qu'on ne peut même plus en imaginer l'existence. C'est un peu le problème de ce type de projet politique, c'est qu'en fait, ce que je dis depuis le début, la nécessité de se connecter à des affects et des formes de joie qui sont en puissance dans l'esprit humain, mais de fait non activées, c'est que tant qu'on les a pas un peu vécues, on peut pas se projeter. Ça peut pas être désirable tant qu'on l'a pas au moins ressenti un petit peu, quoi. Que là, les possibilités matérielles de ressentir ces affects-là sont absentes, effectivement. Alors l'urbain qui bosse dans la tech, absolument, et du coup, on peut absolument pas anticiper
ce que ça nous ferait de réactiver ces affects-là. De loin, on voit juste le côté chiant de la chose, construit culturellement, construit notamment par la bourgeoisie, comme quoi les activités de subsistance et le travail de la terre, c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est réactif, mais ça ne veut pas dire que l'urbain qui travaille dans la tech, par exemple, parce que c'est l'exemple donné, ne soit pas dans la nostalgie de ces affects-là. Bah, il l'est peut-être de façon très abstraite, mais tant que tu n'as pas eu l'occasion de les vivre, c'est très difficile. On ne peut pas désirer quelque chose à partir de rien du tout, quoi. Même si on te le dit rationnellement, on se fait « Ah, mais on sera hyper heureux », tu vois, bah, ça ne te parle pas tant que tu n'as pas eu l'occasion. Et il y a énormément de militants qui ont rejoint des luttes territoriales parce qu'ils avaient eu l'occasion, à l'état de fragment, dans un mouvement collectif, d'entrevoir. Moi, c'est ce qu'a produit sur moi la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que tu découvres des territoires de l'affectivité humaine, des zones où nos affects peuvent aller, dont tu ignorais l'existence. C'est comme si tu ouvrais de nouvelles pièces dans ton esprit et tu fais « Ah merde, on peut ressentir ces choses-là ». Étonnant, et des formes, des durées d'affect aussi. On est quand même dans des affects qui sont ici constamment dans l'hyper bref. C'est le circuit de la récompense le plus immédiat et tout. Et se découvrir aussi dans une autre durée affective, je pense que ça veut dire des changements de vie. Qui sont très fortes. Et du coup, c'est un changement de vie. Mais qui peut être porter ton projet politique suppose par exemple, déserter la ville. Au moins pas de façon oscillante. C'est là que j'introduis le concept d'oscillation saisonnière. En fait, j'essaye sans doute, une des tentatives, c'est de renouer avec une forme de gradualisme, c'est-à-dire qui est un terme qui a mauvaise presse parce que ça évoque la social-démocratie et la transformation graduelle du capitalisme qui, pour plein de raisons que j'évoque, n'est plus possible, qu'on a pu y croire un temps, mais vraiment maintenant, il faut vraiment prendre acte que ce gradualisme-là de l'intérieur est complètement bouché. Et du coup, on a l'impression que ce qui s'oppose au gradualisme, c'est que le renversement, la rupture totale et définitive façon grand soir. Et du coup, là, j'essaye, comme ce que font aussi les soulèvements dans Première Secousse, de redonner vie à un gradualisme qui n'est pas un aménagement graduel du capitalisme de l'intérieur, mais une construction graduelle d'un en dehors du capitalisme. Et la vertu de cette approche par les affects, et de ce que je viens de dire, que pour désirer l'advenue d'une autre forme politique, il faut avoir la possibilité de l'éprouver un petit peu sinon on ne désire pas dans l'abstrait une forme politique dans laquelle on n'a pas vécu. C'est qu'il y a une possibilité d'enclencher une sorte de cercle vertueux, graduel du coup, où on crée des territoires, même très modestes, très, très parcellaires, où on peut éprouver ces affects-là, et du coup ça crée une puissance désirante, parce qu'on en a éprouvé l'ébauche, quoi, d'étendre les formes politiques qui permettent de les ressentir. Il y a une dame dans un comité local des soulèvements de la terre qui avait vraiment pas du tout un profil pour se lancer là-dedans, qui s'y est lancée avec passion parce qu'elle avait vécu les occupations. C'était une personne qui bossait dans le théâtre, les occupations du théâtre de l'Odéon à l'époque, et pareil, pendant 15 jours, elle a découvert des espèces d'affect collectif, de la sensation d'une puissance collective qu'elle ignorait absolument, et donc là, dans les comités locaux des soulèvements de la terre, elle est prête à tout pour essayer de revivre, de recréer les conditions qui permettraient de ressentir ces joies-là, mais il faut les avoir éprouvées, celles-ci... C'est sûr, oui. Et du coup, d'où l'idée d'un cercle vertueux graduel, où des formes d'autonomie territoriale, et pas forcément d'autonomie territoriale au sens fort de ZAD, mais toutes les conditions qui... permettent d'éprouver ces joies-là, sachant que c'est ténu, parce que ça peut être très bien être juste chiant, enfin ça peut très bien, selon comment c'est fait, ça peut être très contre-productif. On peut tout à fait dire, bon, en fait, c'est juste... mais en tout cas, réussir à créer des espaces, des formes politiques, des réseaux... Voilà, on a mêlé au monde paysan via, pourquoi pas, le concept d'oscillation saisonnière, qui est très porteur aussi, parce que, à mon avis, moi j'y tiens beaucoup, parce que là encore, on renoue avec quelque chose qui a été majoritaire dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire des formes de vie qui oscillaient entre des modes d'organisation et des façons de subvenir à ses besoins, très contrastés au cours d'une même année, quoi, avec toutes les combinaisons possibles, type 8 mois d'agriculture et 4 mois de nomadisme, ou vice-versa, des formes... agricoles ou des formes de chasse et des formes d'organisation très hiérarchiques ou au contraire très égalitaires, et globalement une grande partie de l'humanité pendant des centaines de milliers d'années sans doute. C'est quelque chose que là les découvertes récentes en archéologie commencent à remettre au goût du jour. C'était une idée qui était importante en anthropologie dans les années 60-70 et qui était un peu tombée en désuétude, et qui là, notamment grâce au livre de Graeber et Wengrow, reprend de la vigueur. Et donc là encore, comme ce que je disais au début, il s'agit de réouvrir des trappes affectives que la modernité a fermées. L'idée que l'urbain qui baisse dans la tech pourrait consacrer quelques semaines ou quelques mois par an
à prêter main forte aux paysans de sa région dans une perspective de démécanisation de l'agriculture et de collectivisation, en gros, de réseaux alimentaires en dehors du marché, que ça donnerait les conditions institutionnelles pour des vies plus diverses, où on oscillerait entre des formes d'existence qui n'ont rien à voir, et ces possibilités de varier son existence au cours d'une même année. Étant donné l'importance du phénomène dans l'histoire de l'humanité, on peut faire l'hypothèse que c'est plus conforme à nos dispositions affectives que les vies très uniformes. Et là, ça c'est quand même un témoignage extrêmement classique de dire je fais un métier passionnant, mais là ça fait 5 ans que je fais le même, et en fait j'ai juste envie de me buter. Là, ça serait une alternance alors, de bullshit job et de boulot... Ou pas de bullshit job, mais pourquoi pas, mais en tout cas une possibilité d'alterner, et donc ça se mêle à cette hypothèse-là de recréer au moins temporairement des attaches affectives, sachant qu'une autre vertu de ce concept-là, c'est aussi de souligner la différence de nature vraiment entre les liens au territoire qu'on essaye de mettre en avant dans cette approche-là et les liens au territoire réactionnaires, parce que ça c'est un des problèmes conceptuels fondamentaux qui nourrissent des confusions responsable du fait que toute une partie de la gauche d'émancipation a rejeté toute attache au territoire comme étant quelque chose de purement réactionnaire et de renfermement sur soi, etc. Et donc là, je fais clairement ce qu'on faisait déjà avec Philippe dans le livre précédent, une distinction très claire entre les liens au territoire qui sont non appropriables, qui reposent sur l'histoire, le sang, les ancêtres, et qui sont donc des liens dont la fonction fondamentale est d'exclure l'autre, ce fameux autre qu'on a construit comme menaçant, et donc de s'en distinguer et de façon inamovible, définitive, parce qu'on peut pas acquérir une histoire familiale, une histoire ancestrale avec un territoire, et à l'extrême opposé du type de lien que l'esprit humain est capable de tisser, des liens qu'on s'approprie, qu'on construit, qu'on tisse activement en contribuant à l'autonomie, en contribuant aux activités d'un territoire. Et qui sont sur des usages, comme tu disais. Et qui sont fondés sur les usages, et qui sont donc des liens dont la fonction est d'inclure. Et quand on évoque l'oscillation saisonnière, on voit bien que là, on crée à la fois des liens extrêmement forts, qui peuvent être des liens qu'on entretiendra à vie, mais pas avec un territoire sur lequel on aurait grandi, on aurait des ancêtres, une histoire commune. C'est des liens qu'on renourrit et qu'on retravaille collectivement en permanence par la contribution à des potagers, des chantiers, etc. Mais cette oscillation, elle est sûrement plus facile pour l'urbain qui bosse dans la tech, pour le coup, que pour les 80% d'urbains qui bossent dans plein d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est que là, concrètement, on a pris cet exemple qui a l'air un peu de celui qui serait le plus coupé de tout, mais en réalité cet urbain-là qui bosse qui télétravaille, qui essaie de se reconnecter, comme on dit, etc., il existe déjà, mais t'as toute une organisation, enfin c'est une évidence, ce que je veux dire, mais pour laquelle c'est bien plus compliqué d'osciller. Ah non, mais encore une fois, il s'agit pas de dire... Et de créer ces archipels et ces territoires qui sont quand même dans un dialogue, après peut-être qu'on reprenne aussi précisément un peu ce que tu construis comme forme comme scénario justement, mais cette idée qu'il y a à la fois des territoires et une institution étatique, et qu'on essaie cette modalité hybride, elle repose quand même sur le fait qu'il puisse y avoir beaucoup de ces territoires et donc effectivement oui, quand même de défection, de désertion de la ville, des boulots qui la maille et la trame. Bon, de toute façon, il ne s'agit pas de dire que c'est facile et que c'est gagné. Non, on traite pas ça non plus. Vu la situation mondiale. Mais la vertu de la chose, c'est qu'encore une fois, la vertu de l'hypothèse, c'est que ça réintroduit une forme de gradualité et du coup une forme de... on peut s'y mettre à notre échelle, presque de petits gestes écologiques au quotidien, sauf qu'effectivement, il ne s'agit plus d'éteindre le robinet quand on se lave les dents, mais de contribuer à nourrir des formes de mise en réseau, d'initiatives locales, de tout ce qui active ces affects d'attachement territorialisé et de regoûter à l'autonomie. C'est quand même reprendre un peu en main sa subsistance. C'est là aussi qu'il y a une gradualité, c'est-à-dire que acquérir une forme d'autonomie alimentaire, par exemple, même dérisoire, c'est-à-dire on a... qui a une capacité à se nourrir, mais encore une fois, il faut que ça soit collectif, c'est pas le potager individuel. Mais en fait, dès qu'on est pris dans une initiative de ce genre-là, on découvre encore une forme de plaisir, de se sentir gagner en autonomie dans le bon sens du terme, quand bien même on n'aura même pas une semaine de bouffe en perspective. Enfin, disons, ça réempuissante tout de suite, quoi. Ça crée ces dispositions affectives immédiatement, et au moins ça atténue la sensation d'impuissance que je pense beaucoup de gens dans des mouvements politiques urbains ont vécu, où après une journée extrêmement enthousiasmante de puissance collective, etc., le soir tu dois aller faire tes courses
au supermarché pour te nourrir, et d'un coup, tu as de l'énergie politique qui retombe complètement parce que tu fais l'expérience incarnée de ta dépendance vitale aux structures que tu aimerais affaiblir. Alors que, je l'ai vécu après Sainte-Soline en rentrant sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est pas du tout pareil que de rentrer dans son appart parisien. Tu rentres dans un endroit qui a absolument pas de velléité autarcique et tout, mais où néanmoins il y a quand même quelques capacités alimentaires, même si elles sont objectivement modestes, et que c'est absolument pas un territoire qui a même pas du tout de velléité de construire son autarcie alimentaire, mais néanmoins, et ça te donne un sentiment un courage politique et un courage à la tâche que tu... Et du coup, là encore, c'est cette espèce de gradualité basée sur les affects, ou même des capacités d'autonomie alimentaire, matérielle et politique modestes suffisent à enclencher un espèce de cercle vertueux où on éprouve ces affects-là, on fait « Ah ouais, c'est vrai que ça existe, étonnant, essayons de les nourrir », et tu crées la fameuse puissance désirante qui est capable de nourrir un mouvement politique d'ampleur et un peu durable, quoi. Et en partie aussi, il me semble que tu décris ce qui peut, qui me semble quand même une voie d'espoir, ce qui s'affaiblit de ces affects contre lesquels on essaie d'en construire d'autres. C'est-à-dire ce que tu décris de l'affaissement finalement. Alors, pas du capitalisme sur lui-même, montre bien comment les espoirs qu'on pouvait avoir, évidemment. Ça va pas trop marcher. Voilà, sur la surproduction, etc. On voit aussi les contournements qui font que ces affects-là peuvent être réactivés, mais l'affaissement quand même de toute la modalité affective attachée à la social-démocratie, ça je crois quand même qu'on peut en faire... Alors après, il y a deux redirections, quoi. Ou alors on va vraiment vers la version fascisante et on transforme ces affects autrement. Mais ils sont là. Il y a quand même une déception, il y a qui est mesurable, et on peut se dire là, il y a un embranchement possible. Parce que c'est quand même une logique d'affect et de contre-affect. Ils sont puissants. C'est ça, c'est ce que je disais au début. C'est que là, c'est là. Oui, tu le redis, mais tu le disais bien dès le début, mais je trouve que c'est vraiment important de se dire quel espoir il y a d'affaiblissement de ces affects, à quel moment aussi les capter, presque tactiquement finalement. Et t'en parles à plusieurs endroits différents, en parlant de la social-démocratie, en parlant des ossifications. L'ossification, c'est quand même ça, c'est aussi de l'affect qui ne marche plus. À quel moment il faut se brancher, quoi, finalement. L'affect de dépossession politique totale. Et pareil, quand on a l'impression, encore... un affect oublié qu'on peut ressentir par exemple sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui moi m'a frappé à plusieurs moments, où d'un coup, au milieu d'une balade, tu te fais tiens, mais la forme que prend ce territoire, l'emplacement de cette mare, de la forêt, etc., dépend en partie d'un nous auquel j'appartiens. Et tu poses un regard sur le territoire qui n'a rien à voir en termes d'appropriation, de plaisir que tu y as à y être, avec exactement le même territoire, mais où tu sais que l'intégralité est gérée par des institutions qui t'échappent complètement. Et c'est ce plaisir-là de remettre un tout petit peu la main sur ton existence, avec le concept d'existence pris dans le sens relationnel, c'est-à-dire de toi tisser un maillage d'humain et de non-humain. C'est encore une fois une joie qui en s'activant peut, enfin en tout cas, de toute façon on n'a pas vraiment le choix à mon avis c'est le seul endroit sur lequel on peut faire un pari un tout petit peu crédible politiquement pour concurrencer la récupération fasciste de la déception social-démocrate, quoi, que le compromis, l'arrangement social-démocrate soit complètement mort, et que du coup cette perspective-là d'augmentation du niveau de vie matériel pour tous, moyennant des inégalités abyssales, mais quand même les classes populaires bénéficient un petit peu, et que la paix sociale va reposer là-dessus. La mort de ce modèle-là donc ouvre à la possibilité évidemment de la récupération fasciste, et malheureusement c'est ce qui se passe à l'échelle mondialisée de façon beaucoup plus efficace que l'autonomie territoriale et paysanne, mais néanmoins à mon avis on n'a pas d'autre choix que de parier sur ces affects-là. C'est le seul endroit où il y a des potentialités affectives d'une puissance suffisante, à mon avis, pour que l'embranchement aille dans un sens qui nous est, au moins partiellement, qui nous est plus sympathique que ce qui se dessine à grande échelle. Et du coup, effectivement, cette hypothèse-là, en fait, je montre sa pertinence par deux voies relativement indépendantes. Cette voie affective que je développe depuis le début en disant bon là il y a un coup à jouer sur les joies possibles et renouer avec ces attachements, et aussi d'une analyse beaucoup plus classique de notre situation politique en disant bon faut prendre acte que le compromis social-démocrate est mort pour toute une liste de raisons que
les gens qui vous suivent doivent bien connaître, hein, l'effondrement du bloc de l'Est qui fait plus peur, la faiblesse des organisations syndicales, le fractionnement des classes populaires, la destruction des moyens de subsistance au cours du XXe siècle qui permettaient quand même de maintenir des grèves un peu efficaces. Enfin, il y a toute une liste à laquelle je rajoute, encore une fois, une dimension psychologique qui est que pendant tout le XXe siècle, les classes dominantes et ultra-dominantes, possédantes et dirigeantes, pouvaient quand même compter sur le compromis social-démocrate comme outil de gouvernance, et croire à cette idée-là que l'augmentation matérielle du confort de vie des classes populaires contribuerait à entretenir leur gouvernabilité, et la crise écologique et l'état de crise chronique du capitalisme détruit cette attitude psychologique-là dans la classe dominante. Maintenant, c'est vraiment sauf qui peut, on se met à l'abri et on fait tout ce qu'on peut pour anesthésier les possibilités d'organisation des classes populaires et des classes moyennes et absolument plus, il n'y a plus du tout cette idée semi-philanthropique d'amélioration du niveau de vie pour tous. Là, c'est vraiment on renforce nos capacités de défense, on se met à l'abri et on compte sur notre puissance politique et économique pour échapper aux effets de la crise écologique un petit peu plus longtemps que les autres. Et donc même à un niveau psychologique, l'arrangement, le compromis social-démocrate ne fonctionne plus. Et donc, malgré les tentatives permanentes en ce moment d'une partie de la classe politique de réactiver ce compromis-là, vraiment, il faut prendre acte. Et ça, c'est un message qui s'adresse à toutes les composantes politiques militantes qui, comme les grandes ONG, qui ne comptent que sur le plaidoyer et sur les tentatives de faire pression par plein de moyens différents. Hein, vous aussi, dans le manifeste, vous prenez aussi cette démarche d'une conciliation, d'entrisme même, quasiment, dans les institutions. Mais avec une perspective différente. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le... Donc, en tout cas, je prends acte de la fin de la social-démocratie, je vois et j'énonce que dans notre culture politique, les hypothèses qui viennent à l'esprit dans ces cas-là, il n'y en a pas des millions. Il y a le renversement révolutionnaire, il n'y a plus le renversement révolutionnaire global, on efface tout et on recommence, et une prise de pouvoir par les urnes d'une force authentiquement révolutionnaire. Je montre en quoi parier là-dessus tout seul, n'avoir que ces deux hypothèses-là en tête, c'est hasardeux, parce qu'il y a peu de chances que ça se passe bien. Quand bien même ça adviendrait, il y a peu de chances que ça se passe bien, à moins qu'on dispose en amont de forces territorialisées autonomes qui pourraient, côté renversement révolutionnaire, lui donner un peu une structure et avoir à minima les capacités matérielles qui permettent de survivre, de subvenir aux besoins de la population dans un moment où ça tangue sérieusement. Encore une fois, c'est quelque chose qui s'est produit ailleurs. Et dans le cas prise de pouvoir par les urnes, un gouvernement qui irait vraiment au clash aujourd'hui contre les forces oligarchiques, les forces de la finance, n'aurait pas les moyens de tenir en place par lui seul, à moins que... Sans les territoires... Sans une force organisée, ce qu'a joué dans un premier temps les forces syndicales au Chili au moment de la prise de pouvoir d'Allende, par exemple, sans pouvoir s'appuyer, ou de Morales dans une certaine mesure en Bolivie, sans pouvoir s'appuyer sur des mouvements sociaux organisés, et idéalement avec des capacités matérielles territorialisées, un gouvernement à vocation, je suis progressiste, le terme est glissant, mais en tout cas, c'est ça, n'aurait aucune chance de tenir. Donc dans un cadre comme dans l'autre, si on veut caresser le moindre espoir que l'un de ces deux scénarios se passe bien, on a besoin en amont de territoires et de forces territorialisées les plus puissantes possibles. Et c'est comme ça que j'en viens à l'idée de dire, mais en fait, cette territorialisation des forces politiques, ça peut être une fin en soi, c'est pas juste des outils en vue de ces scénarios-là, ça peut être la perspective, ça peut être d'instaurer cette espèce de cohabitation un peu mouvante, un peu fluide, entre des organisations territorialisées qui aspirent et qui construisent des formes d'autonomie politique ou matérielle, et des institutions d'État qui restent relativement similaires à celles qu'on connaît. Et là encore, j'en appelle à l'anthropologie, à l'histoire de l'humanité, en disant, en fait, c'est juste refaire vivre à une situation qui a été classique pendant les 40 000 dernières années, depuis que des choses qui ressemblent à des États un peu centralisés ont émergé, ils ont toujours dû cohabiter avec d'autres territoires, et il y a de nombreuses situations, ça l'étudié par Scott en Asie du Sud-Est notamment, où cette cohabitation avait des effets relativement vertueux, parce que les populations avaient notamment la possibilité de se déplacer de la structure étatique vers les territoires autonomes et vice-versa, donc ça faisait
quand on dispose d'un plan B, on est plus puissant politiquement que quand on n'en a pas de toute façon, donc ne serait-ce que pour ça. Et donc j'essaye de montrer qu'il y a un certain nombre de courroies par lesquelles cette forme de cohabitation aurait quelque chose de désirable en elle-même, notamment, pas seulement parce qu'on aurait des mondes autres où on pourrait se tirer quand l'État est trop pénible, mais aussi parce que ça serait l'outil qui me semble le plus crédible aujourd'hui pour reconstituer une force politique à même de remettre la main sur certaines institutions d'État, de santé par exemple, ou des institutions qui ont été quand même plus entre les mains de la population qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et du coup, l'analyse vraiment basique de notre situation politique m'amène à dire que c'est cette version-là territorialisée, gradualiste, qui semble à tout prendre, non pas qu'elle soit vraiment à portée de la main, mais si on la compare aux autres hypothèses dont on dispose, c'est ce qui semble le plus crédible, et ça tombe bien parce que ça rejoint l'analyse en termes d'affect, vu que c'est en ayant des territoires qu'on va pouvoir ressentir, permettre d'éprouver ce déjà-là, cette ébauche affective qui aura vocation à s'amplifier, quoi. Donc une analyse un peu psychologico-cognitiviste des affects humains et une analyse matérialiste plus basique de notre situation politique convergent vers cette même idée-là d'avoir comme ligne de mire l'instauration d'une cohabitation entre des fédérations territorialisées qui aspirent à monter en puissance et des structures, des institutions étatiques qui ont vocation à être transformées par ces fédérations territorialisées. Et ensuite, dans les derniers chapitres, j'en tire les conséquences en termes d'alliance, en montrant qu'une des vertus politiques, en termes de politique pragmatique de cette hypothèse-là, c'est qu'elle ouvre des possibilités d'alliance et d'entente entre des mouvements extrêmement disparates qu'une hypothèse révolutionnaire, par exemple, ne permettrait pas de structurer avec la même efficacité, enfin en tout cas le même caractère concret, quoi. Pourtant, dans le livre, il y a un ou deux passages où tu expliques très précisément la nécessité de démanteler les flux économiques marchands, donc d'engager la conflictualité, de diviser l'agro-industrie. Voilà, c'est pas uniquement une problématique d'extension territoriale en travaillant des institutions de collectivités locales ou autres, c'est aussi clairement. Il y a les deux pôles en tout cas. Non, mais que la puissance nécessaire au démantèlement viendra de là, c'est-à-dire qu'elle se construit encore une fois de façon gradualiste, vu qu'elle est sur ces réseaux. Et là, c'est pas gradualiste, là, ça sera au coup par coup, sans savoir ce que le prochain coup fera naître. Au coup par coup, c'est gradualiste. Oui, c'est que évidemment sur ces fédérations territorialisées, au premier chef, développent des puissances d'autonomie matérielle, notamment alimentaire, qui donc donnent des marges de liberté par rapport aux flux. Ça permet d'être moins vitalement et existentiellement dépendant des flux qu'on espère affaiblir. C'est-à-dire on retrouve un peu de marge de manœuvre, et encore une fois, ça donne le côté plus progressif de la chose, donne des possibilités d'alliance entre mouvements syndicaux, mouvements écologistes évidemment, pourquoi pas certaines entre... Enfin, il y a une façon de se raccorder à cette hypothèse pour des forces qui baignent encore dans l'hypothèse social-démocrate, que ce soit des grandes ONG, certaines entreprises qui décident de se greenwasher mais elles savent pas trop comment, et avec une certaine forme de sincérité, là trouveraient une hypothèse à laquelle elles peuvent se rattacher beaucoup plus facilement qu'au renversement révolutionnaire global. Et les corps intermédiaires de l'État, il y a cette idée-là que non pas dans les hautes sphères du pouvoir qui sont vraiment qui à la fois tamisent les tempéraments sociopathiques et ensuite les opèrent comme des cellules de radicalisation, donc là certainement il n'y a rien à faire, mais par contre il y a sans doute une bande dans un certain nombre de grandes institutions d'État dont beaucoup d'entre nous ignorent jusqu'à l'existence, mais où habitent un certain nombre de hauts fonctionnaires qui doivent être probablement de plus en plus mal à l'aise avec à la fois la fascisation au-dessus d'eux, le désintérêt total pour la crise écologique, qui commencent à souffrir des agressions chaque soir de leurs fils adolescents et de leurs filles qui leur reprochent leur métier, qui pour l'instant continuent à essayer de se persuader, moyennant une consommation d'antidépresseurs, que le pacte républicain et la social-démocratie va renaître, et que là, si on est à mesure de leur proposer une hypothèse d'alliance qui soit plus digeste pour leur complexion affective que le renversement révolutionnaire, on va pouvoir ne serait-ce que leur proposer de protéger dans la mesure de leur capacité des autonomies naissantes. Là, encore une fois, à Turin, l'Askatasuna, le gros centre social historique turinois, dit que le maire, pourtant
pas extrêmement sympathisant avec eux, joue plutôt un rôle protecteur vis-à-vis du gouvernement Meloni par rapport à eux. Et on peut imaginer plein de situations hybrides comme ça où autant ces hauts fonctionnaires n'auraient jamais pu se rattacher à une perspective révolutionnaire à l'ancienne, autant là, il y a des possibilités d'alliance qui se dessinent et qui sont absolument essentielles. Là encore, je reviens sur le fait qu'évidemment, ça a été une des leçons des Gilets jaunes, par exemple, que tu vas pas tenir un mouvement d'autonomie territorialisée émeutier purement ascendant, quoi. Que si tu n'as pas quelques alliances, quelques protections, évidemment, on ne va pas résister militairement à l'État français pour créer des territoires autonomes sur son sol. Donc s'il n'y a pas ces alliances verticales, ce tissage d'entente, ces perspectives de construire des zones instituées où on peut éprouver des nouveaux affects est complètement voué à l'échec. Et je rappelle aussi, une tarte à la crème, c'est là aussi que je me rattache à l'hypothèse électorale, et c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est que, évidemment, on ne peut pas s'offrir le luxe de se désintéresser du jeu électoral, parce que la possibilité de construire des autonomies territoriales est directement proportionnelle ou inversement proportionnelle à l'antipathie qu'un État aura pour nous. Et c'est là, pour le coup, c'est complètement progressif, quoi. C'est vraiment le niveau de fascisation de l'État sera un frein direct, graduel à cette possibilité-là. Et toute la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a tenu par 2 fois, peut-être que sous un ministère Retailleau elle n'aurait pas tenu, et en plus il y aurait eu des morts parce qu'il aurait accepté. Donc tout petit gain de sympathie ou d'absence d'antipathie de la part de l'État rendra plus possible cette hypothèse-là, quoi. Donc on ne peut absolument pas se désintéresser de cette dimension-là, même si c'est pas complètement facile de s'y rattacher. Il y a eu pendant l'entre-deux-tours, il y a eu ce mouvement où tous les militants se sont mis à faire du porte-à-porte et ont découvert les joies du porte-à-porte. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se prolonger de ce côté-là, parce que c'est clair que là, vraiment le moindre petite différence psychologique dans la constitution d'un gouvernement changera l'aisance ou la difficulté avec laquelle on pourra construire ces formes d'autonomie territoriale, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que dans ton livre, la partie BD assume complètement, en revanche, ce saut. Quand je t'écoutais, il y a vraiment une polytonie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toute cette construction quand même graduelle du texte verbal, puis t'as la partie BD qui s'essaut vers le non graduel, quoi, l'adoption complète de l'animisme par ces classes dirigeantes. Et n'empêche que ça fait du bien, on parle d'affect, et il y a aussi ce truc est cathartique, voilà, d'avoir Retailleau se faire bouffer les yeux, et en même temps d'une espèce de désir qu'on a quand même de faire un saut qui soit pas et en même temps c'est marrant parce que je trouve que le ton de TBD a quelque chose d'aussi de plus de mélange punk, mais aussi un peu désabusé. Enfin, il y a quelque chose du ton très différent de ce ton là. C'est Mélenchon dans la partie BD, dans la partie différent du ton du oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, j'aurais c'est Mélenchon politicard, ringard. Et puis aussi passeur. Ouais, c'est ça. Il y a les deux. C'est le grand saut et aussi quelque chose de nos affects presque désabusés parfois aussi, quoi. De toute façon, c'est sûr que ce contrepoint en BD, je pense pas que j'aurais assumé de publier ce texte sans les. Enfin, on se sent quand même là aujourd'hui quand on dit je vais vous proposer un scénario optimiste, vu l'ampleur des forces contraires, on se sent tellement facilement. On a besoin de les prendre en charge, c'est ça que je veux dire aussi. On se sent tellement facilement dérisoire et ridicule à tenir ce genre de propos que heureusement qu'il y a ce contrepoint absurde qui permet de dire bon, en fait les gars, je me prends pas non plus trop au sérieux, et plus évidemment le côté cathartique. Et c'est sûr que imaginez Retailleau qui se fait manger les yeux par des militants anti-bassines dans un rituel perspectiviste parce que les chasseurs sibériens mangent les yeux de leur proie pour voir le monde depuis son point de vue. C'est sûr que ça fait on peut pas nier que ça fasse du bien et ça soit assez soulageant par les temps qui courent. Mais oui, ça permet de souligner que je me prends pas au sérieux, et c'est pas grave. C'est ce que je dis à la fin dans la question des rituels, que finalement il y a tout un tas d'activités qu'on nous a enjoint à prendre très au sérieux, mais que finalement si elles sont menées avec une forme de second degré et d'ironie, elles en sont pas moins efficaces, au contraire, quoi. Ouais, puis il y a la complexité affective qu'elle a aussi, quoi. Enfin, bien sûr qu'il faut enthousiasmer, mais qu'elle est
Ouais, moi, c'était une remarque, mais un peu ce que je voulais me faire un petit peu l'avocat du diable, c'est que C'est pas dur, hein, dans ce cas-là. À un moment, j'avais imaginé faire une partie sur les contre-arguments, et je me suis dit, non, ça fera 10 fois la taille du livre, donc je vais pas faire ça. Non, mais c'est parce que, je trouve qu'il y a, moi, j'ai l'impression de saisir un écueil que je vois aussi dans le bouquin des soulèvements de la Terre. C'est-à-dire que, cette idée de gradation, moi, elle me paraît chouette dans le sens où je comprends bien l'idée qu'il y a, la nécessité qu'il y a à se défaire de l'attente du grand soir classique. Je vois bien aussi tout ce qui est important dans le fait de ne pas juste se dire nos petites sphères individuelles on met les déchets dans la bonne poubelle légèrement insuffisant, et comment est-ce que la social-démocratie apparaît quand même assez peu fiable de nos jours. Mais néanmoins, j'ai l'impression que, parce que tout ce que tu racontes au début sur les désirs, se reconnecter, etc., avec donc pas la nature, mais en tout cas l'environnement, etc., dans le fond, moi j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de réinvention du moment de la grève. Je parle dans une espèce de tradition on va dire d'ultra gauche, où en fait c'est dans le moment de la grève, que dans le moment de la suspension de la normalité, que les gens se rencontrent, développent des désirs, etc. Donc j'ai l'impression que c'est la même hypothèse, mais poussée sans l'attente de la grève, et poussé sur un rapport au monde, on va dire, plus ample que le simple rapport de partager la même usine. Mais néanmoins, je trouve que ce qu'il y a de faible dans cette perspective-là, c'est que sans être un marxiste pur et dur, très très loin de là, dans le moment de la grève, s'instaure, dans le mythe de la grève générale, s'instaure immédiatement le rapport de force avec le capital. C'est-à-dire que les usines ne tournent plus, et donc les méchants capitalistes avec leurs grands chapeaux sont quelque part tenus se retrouvent pris dans un chantage de la part de ceux qui produisent leur richesse. Et donc c'est un moment de suspension, et donc où le rapport de force vient s'actualiser et potentiellement s'inverser. Or, j'ai l'impression que dans les hypothèses d'archipel, de gradation, etc., cette question-là du rapport de force se retrouve à être un petit peu évacuée, parce qu'elle se retrouve à être un petit peu diffusée comme ça dans le temps. On va avoir des petits terrains et tout ça. Et or, j'ai l'impression que souvent, je dis pas que c'est le cas dans le livre, moi je l'ai pas lu, parce que c'est pas moi qui ai préparé l'interview, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est le cas, je trouve, dans le bouquin des soulèvements, c'est que en voulant renvoyer dos à dos les impasses qu'on connaît, et d'un seul coup on évacue un petit peu la question de la conflictualité, qui moi à mon avis me paraît clé. Et je pense que si on prend l'expérience là présente des soulèvements de la Terre, on voit bien que l'idée que un appareil d'État se laisse tout doucement des zones un petit peu autonomes se constituer, des actions un peu audacieuses se tenir, etc., on voit que le moment où cet appareil d'État ne veut plus que ça ait lieu, il a une capacité de répression qui aujourd'hui est bien supérieure à la capacité de résistance en face. Et on pourrait même prendre des exemples avec le Chiapas, quoi. On voit bien que les zapatistes, qui sont un peu, on va dire, l'exemple archétypal que tout le monde trouve trop bien de machin truc. Là en ce moment, par exemple, ce qui se passe au Chiapas est pas tout à fait génial, parce que la répression diverse et variée de l'État, des narcos, etc., rend la vie un peu difficile. Et donc j'ai l'impression que en pensant la question révolutionnaire, la question politique, la question en gros du bouleversement des rapports sociaux de cette manière graduelle, on évacue un petit peu le conflit. Et donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un peu des espèces de seuils à penser en fait dans cette question de la gradation, parce que oui, à mon avis, on peut pas balayer l'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire en tant qu'il instaure un rapport de force autour de la production, juste en le compensant par nous on va faire des potagers de notre côté, et ça va être sympa parce qu'on va se faire des potes en le faisant, quoi. Ça me paraît un peu fébrile, quoi, disons, au vu de la brutalité de ce qui en passe. Tu imagines bien que je réponds dans ce livre à cette accusation de on va faire des potagers dans notre coin. Juste pour reprendre ta question, le côté on actualise les affects et les joies de la grève, ça me va tout à fait. En gros, c'est une forme d'actualisation de ce moment collectif et de cette intensité de joie qu'ont sans doute éprouvé ceux qui contribuaient à des grands mouvements de grève. Et là,
hypothèses-là, tu pourrais tout à fait les résumer comme elles ont vocation à actualiser ces affects dans un monde où les solidarités ouvrières sont largement plus disloquées qu'à l'époque, et où surtout dans un monde où est apparue la crise écologique. C'est en gros une mise à jour écologique, mais par contre sur qu'il y ait énormément d'affects communs. D'ailleurs, je cite les descriptions que Simone Weil fait de ses premiers affects, où elle fait pour le coup une analyse, un décortiquage des pulsions affectives qui se jouent dans les premiers temps de la grève, et qu'on essaye de réactiver en partie ces affects-là en les mettant à jour, étant donné la différence radicale des conditions matérielles, des capacités d'organisation, de la solidarité ouvrière aujourd'hui, et étant donné la crise écologique. Ça me va tout à fait. Qu'on évacue la conflictualité, absolument pas. Pourquoi les luttes territoriales ont cette vertu-là d'avoir les deux composantes, d'introduire un blocage, de stopper des flux, de taper dans certains des points faibles du capitalisme mondialisé aujourd'hui, qui a besoin d'entretenir l'augmentation permanente des flux tout en faisant preuve d'une mauvaise foi de plus en plus transparente, en essayant de revêtir de considérations écologiques. Tout le Lyon-Turin est vraiment paradigmatique de ce point de vue-là, où ils disent « Ah, mais le fret, c'est écologique ». Si tu regardes les détails des projections faites par les entreprises qui doivent prendre en charge les travaux, et expliquer, et c'est pas, encore une fois, c'est pas des travaux qu'ont fait les militants, c'est des documents internes, que la compensation carbone grâce à un hypothétique transfert de la route vers le fret serait atteinte au bout de 25 ans si les flux continuent à augmenter à un rythme soutenu, quoi. Et 50 ans s'ils ralentissent. Donc ils ne se cachent absolument pas du fait que tous ces grands projets-là ont pour vocation première de maintenir des flux dont le capitalisme a un besoin vital pour se maintenir. Donc toute lutte territoriale qui bloque, qui entrave cette augmentation des flux vient affaiblir et instaurer un rapport de force, alors peut-être pas avec une efficacité similaire à celle de la grève générale à l'échelle nationale, mais néanmoins, il y a quand même ces deux composantes-là, à la fois taper et, dans le même geste, avoir une proposition positive, de même que la grève portait en elle la perspective de l'autogestion ouvrière. Donc on retrouve cette complétude du geste politique dans une perspective qui est émancipée de l'hypothèse productiviste, industrialiste, et qui tient compte à la fois de notre situation politique et de notre situation écologique. Et sur la conflictualité, c'est là que la façon dont je construis argumentativement l'hypothèse, c'est que je monte les limites du renversement révolutionnaire et de la prise de pouvoir par les urnes, mais ensuite je les réactive dans l'hypothèse territoriale en disant, pour qu'on ait la moindre chance que ça fonctionne, il nous faut, donc ce que je disais, un gouvernement idéalement pas trop hostile, donc on ne peut pas se désintéresser de cette composante-là, et il nous faut une force révolutionnaire, insurrectionnaliste, capable de faire peur. Là encore, en termes de sciences cognitives, je suis extrêmement clair sur le fait que si on n'est pas capable d'activer la peur dans les classes, dans l'oligarchie, les classes dirigeantes et possédantes, on n'arrivera à rien. C'est vraiment être capable de faire peur. Sauf que les vertus de cette hypothèse, c'est que d'un coup, on attend beaucoup moins tant du gouvernement que de l'hypothèse révolutionnaire. Du côté gouvernement, on n'attend pas qu'il fasse tout à notre place. On attend juste qu'il nous réprime avec pas trop d'enthousiasme, qu'il modère sa passion répressive. Et toute forme de modération répressive est bienvenue. Et du côté révolutionnaire, on s'attend pas, on n'exige plus d'avoir une force militaire à même de renverser les grandes institutions, ce qui semble peu probable dans les temps qui viennent. On attend juste d'avoir une force insurrectionnelle capable d'inquiéter les classes dirigeantes. Et idéalement, cette force insurrectionnelle pourrait rester à l'état de virtualité. On doit avoir une capacité à peser dans le rapport de force par cette possibilité-là, de même qu'encore une fois, l'histoire récente de la ZAD dans leur négociation avec le conseil départemental, le fait que le département ait quand même peur d'avoir des émeutes dans le centre-ville de Nantes, pèse évidemment dans la balance, et s'il n'y avait pas cette possibilité-là, les négociations tourneraient de façon très différente. Donc on a besoin de cette capacité-là, sauf que comme on en attend beaucoup moins, elle semble plus plausible que si on escomptait d'elle qu'elle renverse l'État français, avec cette autre vertu sur laquelle je reviens, qui est classique dans les discussions sur cette hypothèse-là, que si la puissance militaire déployée pendant l'épisode révolutionnaire est trop organisée et trop puissante, elle se saisit du pouvoir une fois que c'est terminé et en dépossède le peuple révolutionnaire. Donc ça le rend à la fois la possibilité plus plausible parce qu'on en attend moins, et ça permet de se prémunir, en tout cas de façon très théorique, de certains des écueils sur lesquels insistent beaucoup les hypothèses révolutionnaires, quoi.
En tout cas, il ne s'agit évidemment pas du tout, et je sais pas d'atténuer la nécessité de pouvoir mettre dans la balance du rapport de force quelque chose qui puisse faire peur à la fois aux classes dirigeantes parce que possibilité émeutière, et aux classes possédantes parce qu'on a une capacité de bloquer l'ensemble des flux qui sont vitaux pour eux, quoi.